Bonsoir, salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur le site OM Le Réseau. Donc ce soir, on reçoit notre ami Glofar, que vous connaissez tous, j'imagine, plutôt bien, pour son activité notamment pardon, sur les réseaux, sur Twitter notamment. Donc juste une petite pensée en ouverture pour notre ami Filou, qui nous a quittés, comme vous le savez, il y a quelques jours. Donc une petite pensée émue pour lui et puis pour lui dire qu'on pense à lui et qu'on continuera à penser à lui durant tout ce temps. Donc là, je vais laisser notre ami Glofar se présenter succinctement, s'il le veut bien, s'il le souhaite, pour nous dire un peu qui il est et ce qu'il fait. Et ensuite, on enchaînera sur quelques questions. À toi. Donc moi c'est Théo, plus connu sous le nom de Glofar, du coup sur Twitter ou pour les plus intimes le Yano Black olympien, parce qu'apparemment j'ai une ressemblance avec Yano Black. Et donc ouais j'ai 21 ans et je suis donc fan de l'OM et fan du foot en général et donc sur Twitter je m'occupe de parler de l'OM tout le temps, de jeunes joueurs que je découvre dans des championnats peu connus, dans les D2 néerlandaises, japonaises, enfin, un peu partout dans le monde. Et je fais des compilations aussi sur les joueurs qui sont annoncés à l'OM pour que les supporters puissent se faire une petite idée des qualités des joueurs qui sont annoncés du côté de l'OM. D'accord. Donc, je vois notamment des petits passages là où on te dit Glofar, enfant, charrie en os. Donc, tu vois, ça permet de mettre un nom Et oui. une tête sur un nom et des fois, c'est. Et c'est vrai que c'est pas facile. Tout le monde m'a pas vu, et puis même au moins, c'est plus interactif aussi. Voilà, c'est ça. Après, justement, tu parlais de tes vidéos. Comment t'es venue cette idée justement de réaliser toutes ces vidéos, toutes ces compilations? Parce que bon, ça doit prendre déjà énormément de temps. Du fait que la plupart des joueurs, bon, bah, ont pas forcément pignon sur rue. Comme tu dis, des fois, tu vas chercher des jeunes un peu partout. Comment ça t'est venu cette idée justement de réaliser ces vidéos? Alors, à la toute base, c'est parti parce que j'avais, je suis le compte Reims sur Twitter, c'est un compte supporter de Reims donc, et Baduld qui est supporter lui de Dijon et qui avait fait des compilations sur des matchs de joueurs après leurs équipes du coup. Et en fait, je me suis renseigné moi pour faire la même chose avec l'OM. Donc, au départ, je faisais les compilations d'après-match. Donc, ma première, ça a été, je crois, Pape Gay face à Manchester City en Ligue des Champions. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai pris ce moule-là. Et après, au niveau du mercato, la première que j'ai faite, c'était avec Paul Lirola parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas il y avait pas de highlight ni de compilation sur lui, même sur YouTube. Et du coup, il y avait personne qui avait un réel avis D'accord. sur lui. Et je me suis dit que bah, il y avait un terrain libre entre guillemets sur le réseau marseillais à aller chercher. Et donc du coup je suis allé sur ce terrain-là, sur les joueurs qui sont annoncés au mercato. Et donc depuis, j'ai fait plus de 70 compilations, je crois, depuis le début de l'année entre les compilations de joueurs et les compilations d'après-match. D'accord. Justement, comment tu fais? Explique-nous un petit peu ton modèle type pour faire les analyses, justement, d'après-match, par exemple, ou les joueurs sur tes vidéos. Est-ce que c'est deux façons différentes d'aborder le, la thématique, ou bien tu prends quand même le même schéma? C'est deux façons différentes parce que les façons d'après-match, je vois les matchs, donc comme c'est les joueurs de l'OM, du coup je regarde les matchs et de toute façon on voit vite quand un joueur se démarque parce que moi je demande tout le temps après le match qui les joueurs, enfin qui les supporters veulent voir. Mhm. Je fais jamais un joueur en avant, enfin une heure avant le match, je me dis pas tiens aujourd'hui je vais faire sur Boubacar Kamara, c'est les supporters qui décident. Et donc du coup après le match, eh ben, j'ai en tête des actions du joueur qui m'a marqué déjà.
et après je re-regarde le match et je fais des coupures du coup au bon moment. Et après, donc pour ce qui est des joueurs qui sont suivis au mercato, je suis abonné à une plateforme de vidéos et donc je peux avoir les meilleures actions de chaque joueur. Si par exemple c'est un défenseur, je vais me concentrer sur les phases défensives. C'est un attaquant sur les phases offensives, les duels, les dribbles, les buts, si c'est un attaquant de pointe. Mais sur des fois, par exemple, là, la dernière que j'ai fait, c'est Daniel Vaz. Le premier clip qu'on voit sur la vidéo, c'est pendant l'Euro, et le dernier clip, c'est il y a 3 ans. Donc, D'accord. Oui, il n'y a pas d'ancienneté sur ces clips-là, justement. Enfin, je regarde pas forcément l'ancienneté, même si j'essaye de faire sur la saison en cours. d'accord. Donc en fait, pour les matchs, c'est un modèle où tu suis le match comme tout un chacun, comme un supporter lambda, on va dire. Et derrière ça, selon ce que les supporters sur Twitter et toutes les bases vont te demander, tu re-regardes le match, tu le réanalyses entre guillemets en coupant, en faisant un montage des meilleurs moments ou c'est les meilleurs moments ou tous les moments que tu choisis à ce moment-là? C'est les moments, je trouve, intéressants parce que, il y a pas forcément des meilleurs moments, enfin, il y a pas que des meilleurs moments. Il y a des moments aussi où, on va voir le joueur qui va faire, une simple passe, mais qui va casser, 2 lignes peut-être, par exemple, c'est une passe qui est au début de l'action d'un but et ben je vais montrer cette passe-là et après les gens vont se rappeler qu'après il y a le but. C'est pas forcément que les meilleures actions, mais c'est les actions où le joueur a apporté quelque chose dans le match. Donc j'essaye aussi de maximiser le temps, de faire entre 1 minute 30 et 2 minutes de compilation, parce que Twitter limite à 2 minutes 20, mais en tout ça fait assez court. Et du coup j'essaye de mettre les moments les plus intéressants du match du joueur. D'accord. Mais justement, en vue de ce que tu me dis, il y a une sorte, on va dire, de débrief et d'analyse un petit peu du joueur. Ça pourrait être n'importe lequel, puisque tu me dis que tu es capable de faire sur l'ensemble des joueurs. Est-ce que toi, ça t'intéresserait pas à moins que toi, tu préfères rester sur ce prototype-là, mais est-ce que ça t'intéresserait pas en fait de faire des analyses d'après-match en compilant les deux, c'est-à-dire les visios, les vidéos, plus les ressentis, justement ce que tu viens de me dire, le fait de casser les lignes, le fait d'amener quelque chose en plus, euh, c'est-à-dire avec toi, ta parole, ce que tu apportes, plus les vidéos. J'y ai pensé à un moment, mais déjà je me sens pas assez spécialiste de ce point de vue-là dans l'analyse. Je trouve qu'il y en a des bien meilleurs à ce sujet-là, surtout sur l'OM, à travail d'Alondré, Romain Pellier, etc. Et je laisse la main à eux. Et puis même, ça me prendrait vraiment trop de temps, parce que déjà un montage d'après-match, du temps de le revisionner, etc. Je tourne aux alentours des 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Et donc si en plus je dois, parce que je fais juste le montage juste, voilà, des parties de match, mais si en plus je dois, à chaque fois, rajouter des capsules, des lettres, enfin des lettres, du texte sur la vidéo, ça me prendrait encore Oui, plus de temps. Du coup, je pourrais pas. Mais d'accord. c'est Ouais, donc intéressant quand après, même. voilà, c'est ce que je te disais. Toi, oui, oui, bien sûr. Bah, justement, j'ai l'impression que même si tu penses ne pas t'y connaître suffisamment par rapport à d'autres, j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà quand même une certaine base. Donc c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question. Oui, oui, j'ai une base, mais j'apprends au fur et à mesure des matchs à analyser j'essaye de me documenter aussi. Là, je commence à lire, j'essaye de progresser là-dessus. C'est une marge de progression que je me donne. Et au fur et à mesure, Progresser. j'analyserai encore plus les matchs et je me renseignerai plus sur les plateformes qui se spécialisent dans l'analyse pour que ça soit plus simple. D'accord. Et donc justement, là, en parlant de ce que toi tu sais faire, mais concernant les recrues, avec toutes les recrues potentielles qu'on arrive à avoir aujourd'hui, je sais même pas, je ne les ai pas toutes dénombrées parce qu'il y en a tellement. Une Euh, centaine. ouais, bon bah voilà, toi tu le sais forcément. Euh, mais
Il y en a certaines qui ont pignon sur rue, on va dire, où les vidéos YouTube, il y en a à foison, ou même d'autres, déjà des montages déjà faits, etc. Mais il y en a beaucoup, ça n'est pas le cas. Euh, Dans ces conditions-là, parce que je me rappelle du gardien, tu avais fait le gardien Triron, tu avais fait un montage dessus. Mais justement, pour ces vidéos-là, comment tu arrives à trouver de la documentation? Est-ce que c'est en fouinant seulement, ou est-ce que tu demandes, ou est-ce que comment tu procèdes? Non, c'est en fouinant parce que je suis abonné à une plateforme et donc dans cette plateforme, j'ai énormément de joueurs dans le monde entier et donc c'est ce qui me permet justement d'avoir de nombreux joueurs, voilà, comme le gardien de Gijón qui joue en D3 espagnol, et bah, d'avoir de multitudes de clips vidéo. Et, mais en fait, je fais pas chaque rumeur une compilation. C'est soit le joueur est pas connu, comme là par exemple, lui il était pas connu, je la fais. Et soit s'il y a une offre. S'il y a une offre claire, je la fais aussi. Mais par exemple, voilà, un David Luiz, je ferai pas de compilation sur lui. Un Arturo Vidal non plus. Parce que tout le monde, entre guillemets, Les connais. connaît ses joueurs. Donc j'essaie quand même de trier parce que si j'en fais une à chaque fois, je m'en sortirai pas parce déjà, je te dis une centaine parce qu'en fait, il y en a un sur Twitter qui recense ça, qui recense toutes les rumeurs de Mercato marseillaise. Et on était à 93 la semaine dernière. Et là, en ce moment, c'est reparti. Donc, on a déjà dépassé les 100. Donc voilà. Ça ferait une sacrée équipe, tout ça. Ah, ça, c'est sûr. Mais justement, donc, avec tout ce que tu me dis, sachant donc que l'OM, donc, comme on dit, hein, a enfin, un potentiel de recrue énorme, la charge de travail, tu l'estimes à être à combien? Parce que même si tu ne t'attaques pas à chaque situation, à chaque joueur, ça reste quand même beaucoup de joueurs où tu as dû bah, mettre le nez dedans. Donc même si c'est que 2 minutes de vidéo, le travail, lui, il dure pas que 2 minutes. Donc la charge de travail, tu l'estimes à être de quel ordre? Bah là, en période mercato, je pense que je dois être à une dizaine d'heures par semaine. Je dois être à une centaine par semaine entre les supporters, enfin entre les rumeurs mercato et entre moi, mes recherches personnelles sur les joueurs que je découvre au fur et à mesure. Parce que je fais aussi des compilations sur des joueurs inconnus au bataillon et que je veux faire découvrir à ma communauté, mais qui n'ont rien à voir avec l'OM. Et, D'accord. euh, et donc, ouais, entre 10 et 12 heures, je pense, par semaine. Voilà, après, ça dépend des rumeurs, ça dépend de beaucoup de choses et du nombre de clips que j'ai aussi, parce il y en a, c'est plus facile que d'autres. Voilà, il y a des fois, il y a trop de clips et des fois, il y en a pas assez. Donc, faut à chaque fois regarder des dizaines et des dizaines de clips vidéo pour faire un montage le plus concis et le plus pertinent possible. D'accord. Donc oui, ça reste quand même une charge de travail qui est quand même assez conséquente, parce que bon, c'est pas ton métier, on va le dire, les choses comme ça, c'est pas ton métier, donc forcément c'est une charge en plus. Même si c'est du plaisir, ça reste quand même quelque chose qui occupe du temps. Donc voilà, c'est pas rémunéré. Et bon, après, il y a le côté visibilité ou pas. Enfin, oui, c'est quand même assez particulier. Oui, oui, c'est particulier, mais bon, comme tu l'as dit, c'est avant tout la passion, le plaisir. Moi, en fait, je le compte même pas ce temps. Je le compte pas parce que c'est du plaisir, moi, déjà, de découvrir des joueurs parce que, voilà, Gardien de Gijón, je le connaissais pas. Donc, ça m'a permis aussi de le découvrir, de parler avec lui, du coup, grâce à cette vidéo, parce que, du coup, j'ai pu discuter avec lui. Euh, et, euh, et en même temps, le plaisir que les supporters puissent découvrir des joueurs, améliorer leur culture foot, donner déjà une première idée du joueur en question. Voilà, même si voilà, je mets forcément que des bonnes actions, mais à travers ces actions-là, on peut déjà voir s'il est plus agile, s'il est plus technique, s'il est plus physique, s'il est plus intelligent. Enfin, j'essaye de rendre la chose pour que le supporter de son côté puisse se dire, pas puisse se dire lui je le veux, lui je le veux pas, mais puisse se dire ok donc lui c'est plutôt un joueur comme ça par rapport à ce qu'on a dans l'équipe plutôt que de dire
que se faire un avis parce que voilà, avec des compilations, on peut faire dire ce qu'on veut, hein. C'est ça. J'ai tout le temps des messages pour me dire, ouais, si Radonjic, on fait une compilation, c'est le Ballon d'Or, Giroud pareil, mais j'essaye mais le but, c'est pas que le supporter dise, bah, je le veux pas, lui il est fort, lui il est nul. C'est pas du tout le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est que le supporter se dise, bah ok, lui, il a un profil différent à ce qu'on a, ou alors c'est un profil similaire. D'accord. Mais justement, tu me parlais tout à l'heure donc que tu as aussi un côté scouting. Euh, donc, je sais que tu m'avais dit que c'était sur le Benelux, etc. Donc, tu as un deuxième compte, hein. On va spoiler, tu as un Mm. deuxième compte qui parle uniquement de ça. Je suis abonné, donc je le vois. Euh, Justement, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce côté scouting? C'est quelque chose que je travaille depuis le début de l'année scolaire, donc 2020-2021, que j'essaye de m'ouvrir, entre guillemets, pour, euh, pour améliorer ma culture foot et améliorer mon portefeuille, entre guillemets, de joueurs que je connais. Et j'ai choisi le Benelux parce que c'est deux, enfin, je dis Benelux, mais en vrai, c'est que Béné, le Luxembourg, je regarde pas. Ouais, Mais la Belgique et le Luxembourg et les Pays-Bas, je regarde les deux championnats, donc la D1 et la D2 des deux championnats. Et c'est des championnats qui sont assez sous-cotés, dont on n'entend pas forcément parler. Il y a le Big Five, et après, c'est des championnats qui regorgent de talent, notamment aux mm, Pays-Bas où j'ai vu des infrastructures exceptionnelles pour des clubs de Ligue 2 et, et ça me permet aussi de découvrir des joueurs. Là, par exemple, dès mon premier match, j'ai eu un coup de cœur sur un joueur que enfin j'adore et du coup je fais que le suivre depuis ce moment-là et ça me permet aussi de m'ouvrir des portes peut-être dans le futur dans le foot. Voilà, si tu es spécialisé sur quelque chose, tu as plus de chances que si t'apportes rien entre guillemets par rapport ouais, aux autres si tu connais que les championnats que tout le monde connaît quoi. d'accord. Tu nous as pas dit le nom du jeune que tu regardes. C'est Benjamin Bouchouari. Vous regarderez, j'ai fait une compilation sur lui d'ailleurs, parce que c'est un joueur, je suis absolument D'accord. fan, toucher de balle, intelligence de jeu, vista. C'est un profil un peu à la Maxime Lopez, un mélange Maxime Lopez, Marco Verratti dans le profil et j'adore. Et il joue en Ligue 2 néerlandaise, donc je vous invite à aller voir la compilation si ça vous intéresse. Bon, on ira voir justement. Juste pour rebondir sur une question qu'un de nos auditeurs a voulu te poser, c'est Bandawill. Alors, on a plus ou moins répondu tout à l'heure, mais bon, pour lui faire la réponse synthétique, combien de temps tu mets par compile? Si c'est une recrue mercato, ça va être entre allez, trois quarts d'heure et une heure et demie. Entre le choix des vidéos et le montage. Et si c'est l'après-match, ça va être entre 2 et 3 heures euh, parce que je redirai à tout le match en entier. Et est-ce que je dors la nuit? Bah, il y a des moments où je dormais pas beaucoup, où je regardais Sampaoli, où je regardais Gerson. Encore hier soir, j'ai regardé Gerson jusqu'à 2 heures du matin et je me lève à 8 heures, donc des Ouais, fois ouais. c'est compliqué. T'es pas le seul. Mais voilà, j'arrive à faire mes nuits, vous inquiétez pas. J'arrive à dormir la nuit, et puis même des fois, le match va être à 2 heures du matin, bah, je vais faire une sieste en gros de 23h30 à 1h30. Comme ça me fait gratter du temps de sommeil. Ouais, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Justement, donc pour en revenir à ton côté scouting, est-ce que tu aimerais, tu espérais plus tard, justement, mettre un pied là-dedans, c'est-à-dire être un vrai scout à part entière, ou est-ce que tu gardes ça plutôt sur le côté, voilà, c'est une sorte de passion et on en reste là. Non, c'est un objectif parce que pour moi, entre guillemets, être payé pour regarder du foot, c'est un métier de rêve pour moi. C'est de la passion, tu vas dans les quatre coins du monde, suivant ta zone de prédilection. Tu vas dans les quatre coins du monde pour aller voir des joueurs de foot, pour aller voir des matchs, des joueurs, rencontrer des acteurs du foot. Ce serait un rêve et c'est un objectif.
C'est pour ça justement que je suis aussi sur Twitter, sur Benelux Coaching. C'est aussi pour ça. Et Fred qui dit: «Est-ce que je suis en relation directe avec des scouts?» Certains oui. Je suis en relation avec quelques scouts, pas forcément directement, mais enfin pas de manière régulière, mais j'ai déjà parlé à plusieurs scouts, responsables de recrutement aussi et c'est toujours enrichissant de parler Twitter offre cette possibilité-là aussi de parler avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude, enfin qu'on n'aurait pas l'habitude de parler. D'accord. Et toi, si tu devais, un peu choisir, bon, il y a quand même Zep le Phénix qui nous dit: «Tu suis quel club en Belgique?» Je regarde, tous les clubs en Belgique. Belgique, j'ai pas accroché avec un club spécifiquement. J'ai regardé beaucoup de matchs, beaucoup de clubs, mais j'ai pas forcément plus accroché que ça. Mais après voilà, moi le but c'est pas d'être supporter, d'un club en Belgique ou aux Pays-Bas, c'est de découvrir le maximum de joueurs possibles, et intéressants pour le foot de demain. Mais c'est vrai qu'en Belgique, j'ai du mal pour le moment parce que la caméra est assez bizarre. Les infrastructures, les terrains en Belgique sont pas forcément top. Donc j'ai un peu de mal à accrocher pour le moment avec la Belgique, contrairement aux Pays-Bas. Mais je suis pas de club spécifiquement dans les deux pays. Justement, tu dois être au courant un petit peu, de ce qui se trame, on va dire, entre la Belgique et les Pays-Bas, au niveau de la Benelux. Mmh. Notre ami, comment, en a parlé beaucoup, par rapport à ce qui se trame, à ce qui se passe, le fait que ça a été quasiment acté. Mais est-ce que toi, tu as des informations, quelque chose par rapport à ça? J'ai rien du tout par rapport à ça, malheureusement. Moi, j'espère que ça va se faire parce que ça va permettre, de mutualiser les connaissances, les infrastructures, et les championnats seront plus homogènes. Donc j'espère que ça va se faire parce que, il y a un vrai, même si c'est 2 pays qui sont, à côté, il y a quand même un vrai choc de culture. Je trouve, en regardant les 2 en zappant, parce que des fois je fais, 15 heures Belgique, 17 heures Pays-Bas et il y a vraiment un gros changement entre les 2 dans la qualité des matchs. Voilà, comme j'ai dit, c'est bête, mais dans la qualité des caméras, dans les avant-matchs aussi, il y a des plateaux de ouf aux Pays-Bas. En Belgique, c'est juste prise d'antenne à l'heure et c'est tout et il y a pub pendant 15 minutes à la mi-temps et à la fin du match, c'est fini. Alors qu'aux Pays-Bas, il y a vraiment une émulation autour des 2 championnats, et franchement, pour moi, les infrastructures, c'est trop important il y a vraiment une grosse différence, entre les 2 pays. Enfin, un club de Ligue 2 néerlandaise, des fois, il a des meilleures infrastructures que des clubs de Ligue 1 en France. Je trouve ça fabuleux et ça va augmenter le niveau des 2 pays, à mon avis. Après, la culture foot en Hollande est quand même, très, très, en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. C'est vrai qu'après, le niveau, intrinsèque du championnat, je parle pas de 2-3 meilleurs, parce que ça, on va dire que c'est à part, mais, le niveau intrinsèque est peut-être un cran en dessous. Mais, tout ce qui est, culture foot, je pense qu'ils ont quand même limite même peut-être de l'avance sur la France, Ah à oui, mon oui, avis. Après, clairement. Enfin, je comprends rien au néerlandais, hein, mais j'arrive tout le temps avant le match et il y a des débats, il y a les coachs qui parlent avant les matchs, les 2 coachs, à chaque match, il y a des journalistes au terrain qui interviewent des joueurs, des entraîneurs, donc vraiment, rien que l'aspect autour, il est des fois plus développé, en France, en Hollande qu'en France, sur certaines chaînes, sur certains matchs. d'accord. Là, je vois notre ami Fred qui nous dit: «Tu penses quoi de Football Manager et de ses notations?» Football Manager, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu développer ma culture foot. C'est parce que j'y ai beaucoup joué, par le passé. Là, je joue beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais ça m'a permis de découvrir énormément de joueurs. Ça m'a permis aussi de, voilà, de connaître des nouvelles équipes, de nouveaux championnats, heu et après le but, c'est pas de dire, voilà, il a une bonne note entre guillemets sur Football Manager, c'est-à-dire qu'il est bon.
Le but, c'est en Mm. gros, je le découvre et du coup, après, je le vois en vrai pour voir comment il est et je le suis ou pas. Donc ouais, Foot Manager, c'est très bien. C'est un très bel outil pour s'appuyer, pour enrichir sa culture foot. Et, euh, et après, et après, le but, c'est de regarder les matchs parce qu'il y a ça de vrai de toute façon. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, toi, donc il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent par rapport à tout ce que tu commences à faire, c'est-à-dire une vraie envie de vivre de cette passion, notamment en étant, pourquoi pas, scout. Mais est-ce que le fait de t'être concentré sur le Benelux, on va l'appeler comme ça, c'est un choix ou ça a été naturel? Parce que ça aurait pu très bien être, par exemple, l'Écosse et on va dire le Royaume-Uni, sans parler forcément de la Première Ligue, ou je sais pas moi, les championnats de l'Est, par exemple. Est-ce que ça a été un choix ou ça a été quelque chose de naturel? Non, non, c'est clairement un choix. Je suis pas porté plus que ça vers la Belgique ou la Hollande. J'ai aucun rapport avec ces deux pays-là. Mais, euh, mais à l'aube de cette nouvelle ligue, justement, de la Benelux, qui devrait se faire normalement selon ce qui se dit dans les médias, et des nombreux joueurs qui partent dans des beaux clubs européens de ces deux ligues, je me suis dit que c'est bien de se spécialiser sur ces deux pays parce qu'il y a énormément de talent. Et voilà, même si, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, la Hollande, c'est un pays de foot. Et rien que ça, déjà, bah, c'est quelque chose qui fait que le niveau est pas aussi faible que ce que l'on pense. Et il y a des joueurs de qualité, même en D2. Donc pour moi, ça a été un choix, ces deux. Et puis, il y a le côté que c'est proche. Enfin, c'est proche et les prix sont pas forcément élevés. Voilà, on pense à l'Écosse. L'Écosse, ça va être à côté de l'Angleterre, donc les prix peuvent vite avoir une inflation. Et les pays de l'Est, j'y ai pas forcément spécialement pensé. Mais le Benelux, je pense que c'est un choix qui, j'espère, sera payant. Bah, je te le souhaite, hein. C'est tout ce qu'on te souhaite. On va revenir un petit peu plus sur l'OM, on va dire. Euh, et on va parler un peu plus, on va dire, le côté sportif. Justement, toi qui as vu au final pas mal de vidéos, aussi bien les tiennes que d'autres, sur les recrues potentielles, euh, quel est ton avis sur ces noms qu'on voit arriver? Parce que là, on voit David Luiz, Gamero. Voilà, moi, mon avis tout simple, c'est que je suis pas très emballé. Mais après, toi, au vu des heures et justement le fait que comme tu dis, tu n'appuies pas sur le fait que c'est sur les highlights les meilleurs moments, mais en général sur tout ce qui se passe à côté. Quel est ton avis sur ce qui arrive, on va dire, sur ce qui pourrait arriver? Pour moi, c'est logique. Pour moi, il n'y a aucune surprise là-dessus. Longoria lui-même l'avait dit en conférence de presse au Vélodrome, dans la conférence de presse qu'il avait faite. Il avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui allaient sortir dans la presse. Bah, il y en a plus de 100. Il avait annoncé qu'il y aura des jeunes pépites, entre guillemets. Bah, on a recruté De La Fuente, par exemple. Et il avait annoncé qu'il y aura des joueurs expérimentés qui vont arriver. Et donc, il y a des joueurs qui commencent à sortir. On a eu Vidal, on a eu David Luiz, Vass, Gamero, entre autres. Donc, pour moi, il y a pas forcément de surprise sur le profil des joueurs qui sont annoncés parce que c'est juste ce qu'il avait dit. Après, au niveau de la qualité, je saurais pas te dire. J'ai pas forcément regardé Arsenal cette saison. Je pourrais pas te dire si David Luiz c'est le même qu'il y a 3-4 ans. Gamero, c'est encore plus compliqué parce que il joue dans une équipe qui est à Valence qui vit une crise, donc ça aide pas forcément. Donc ouais, je saurais pas vraiment donner un avis sur ces joueurs expérimentés là, à part Vass, parce que Vass, c'est à part entre guillemets. Mais sur les joueurs expérimentés, il en faut dans une équipe. Après, faut bien les choisir. Lille les a très bien choisis avec Fonte et Yilmaz, qui ont 37 ans tous les deux. Donc, c'est pas une question d'âge, c'est une question de niveau en soi.
Hilton, il a duré jusqu'à 43 ans en Ligue 1 et c'était quasiment le meilleur défenseur de Montpellier. Donc, enfin, pour moi, l'âge, ça rentre pas forcément en compte, c'est plutôt le niveau. Tu peux avoir 20 26 ans et être cuit parce que tu as été Carbo. blessé toute ta vie, ou être à 38 ans et être au top de ta forme. D'accord. Non, mais c'est pas faux. Après, c'est vrai que là, moi, ce que je disais, c'était plus par rapport à leur état physique actuel. Même si je sais que Gamero a beaucoup joué. Enfin, beaucoup joué, c'est un grand mot. Il a joué, il a pas, il Ouais. était pas à la cave. Il a pas beaucoup marqué, par contre, quand on voit ses stats. 4 buts en une trentaine de matchs. Pas des matchs complets, mais bon, voilà. Vas, par contre, là, je vois Franek qui nous dit qu'il valide à 100%, 1000% même. Moi aussi, je valide parce que c'est quelqu'un de polyvalent, pas Mm. forcément très vieux, mais qui pourra en plus apporter de l'expérience. David Luiz, il a quasiment pas joué à Arsenal. C'est pas le meneur d'hommes. À la rigueur, je préfère laisser la place à Alvaro. Il est plus jeune et il a le même profil. Il est pas moins bon, on va dire, mais ça reste des avis subjectifs. Si ça se trouve, ils vont venir, ils peuvent tout casser, j'en sais rien. Maintenant, c'est Oui. des avis subjectifs que moi j'ai. Après, voilà, entre Après, guillemets. Je vois Franek tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie. concernant David Luiz, je pense qu'il y a aussi le côté, il peut facilement passer de défense centrale à 6 et faire l'inverse aussi parce qu'on voit que on sera en 4-3-3 ou en 3-4-3 et en fait, un joueur comme ça te permet de faire la bascule en un même match, surtout si Camara part. Mais Mm. ce profil où il peut jouer les 2 postes, je pense que ça joue aussi dans le fait qu'on s'intéresse à lui pour la saison prochaine, au-delà du fait qu'il était pas au top de sa forme, mais il a un profil où il peut jouer, où il peut facilement passer d'un poste à l'autre. Après voilà, comme tu dis, ça dépendra de son état physique, de son niveau, parce que lui aussi, en même temps, jouait dans une équipe qui était un peu en crise. Arsenal cette saison, c'était pas la meilleure, C'est ça. c'était pas Arsenal sous son meilleur jour, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué aussi de faire un avis sur les 2 joueurs parce que, ils sont dans des clubs où, voilà, c'est pas la joie. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça y joue beaucoup. Donc, je te disais tout à l'heure, Franek me posait la question sur quel site tu regardes les joueurs, ceux que tu. S Principalement, Footballia. Pour me faire un réel avis sur les joueurs sur Footballia. C'est un site qui référence tous les anciens matchs, européens ou même dans le monde, mais jusqu'à avant les années 2000. Donc par exemple, Gerson, bah, j'ai regardé ses matchs, en direct. J'étais pas fan, mais je me suis dit: «C'est un joueur qui en instance de transfert, proche des JO, qui retourne en sélection brésilienne depuis longtemps. Il joue peut-être, sur le reculon, pour pas se blesser» et du coup, j'ai regardé des anciens matchs, avant tout ça et effectivement, c'est pas le même joueur et c'est aussi pour ça que ce site est intéressant parce que, au-delà du fait de revoir le joueur, quand il y a la rumeur, si surtout si elle est avérée, et bah, tu vois quand il est à la tête, tranquille et là, tu vois vraiment le potentiel du joueur. D'accord. C'est vrai que oui, on a vu qu'il était un petit peu en dedans notamment depuis que ça s'est vraiment concrétisé, qu'il y a eu quelque chose. On a vu qu'il était sur le recul frein et moins sur Oui. ses aptitudes passées. C'est ça, c'est un joueur qui voulait pas se blesser et je pense que c'était vraiment sa priorité. Même s'il faut savoir que c'est un joueur qui s'est jamais blessé en carrière, qui, à 24 ans ne s'est jamais blessé donc je touche ma tête pour pas lui porter l'œil. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, heu, qui je pense, était plus préoccupé par, le fait de retourner en sélection et de retourner en Europe plutôt que d'être, le plus performant possible pour son club, quitte à se blesser et qui fera capoter tout ça. D'accord. Justement, tout à l'heure, tu me parlais de Longoria et de ce qu'il nous avait dit en conférence de presse. Jusqu'à présent, comment tu évalues son travail? Parce que on a eu une petite bribe au niveau du mercato d'hiver où il a quand même fait Milik, il a fait Lirola, etc. Même si aujourd'hui, on est dans la supputation de savoir si Milik va rester, s'il va réussir à récupérer Lirola, etc. Comment tu juges ce travail?
Juste en comparaison justement avec ce qui se passe maintenant et tout ce qui sort dans la presse. Pour moi, un mercato se juge qu'à la fin de la saison. On peut dire que le mercato d'été était relativement moyen, avec une mauvaise utilisation de Luis Enrique pendant la majeure partie de la saison. Nagatomo, qui était juste prévu pour faire la doublure, comme le serait Gamero, justement, a joué des bouts de match parce qu'il y aura beaucoup de matchs dans la saison. Et au final, qui se retrouve titulaire parce qu'Amavi n'est pas là pendant une bonne partie de la saison. Cuisance qui était cramé assez vite. Euh, mais là où on a vraiment jugé, c'était le mercato d'hiver, où voilà, il a réussi à améliorer le bilan comptable avec Tongia Ake, en récupérant Tongia, qui reste quand même un espoir italien qui est sélectionné depuis les tout jeunes en sélection. Donc ça reste quand même une belle preuve. Enfin, c'est pas juste comptable, justement. Euh, on a eu Milik qui, voilà, est un joueur de grande classe qui est arrivé avec un montage financier qu'on voyait rarement avant, ce genre de montage-là. Pareil pour Lirola, où il était remplaçant à la Fiorentina, et tout le monde s'est dit, mais on est l'OM, on va recruter des remplaçants de la Fiorentina. Et quand on voit sa saison, on se dit, mais faut le garder, absolument. Donc voilà, moi, il y a des idées, ça se voit, parce que on a failli faire Melle avec Longoria, et on voit que Melle, c'est extraordinaire. Et Lirola, qui a fait une excellente deuxième partie de saison. Et on a eu Etcham aussi, qui était là en rotation et qui n'a pas su s'intégrer réellement. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il en est conscient, à Longoria, du fait que, et même, il y a eu des égos qui sont sortis. euh, il sait que sur les 11 joueurs qu'on va recruter, enfin, c'est ce qui est censé être le cas, sur les 11 joueurs qu'on va recruter, il n'y aura pas 11 recrues qui seront performantes. C'est impossible. Il y aura une marge d'erreur, et le but, c'est que la marge d'erreur soit la plus faible possible. Mais on verra ça, entre guillemets, à la même date l'année prochaine, où on sera, et où les recrues performants, ça se trouve, on ne veut pas David Luiz, ça sera le meilleur défenseur de la saison. Si ça se trouve, De La Fuente ou Gerson, qu'on a payé cher, et ben, ça sera un flop total, alors il a annoncé comme le meilleur milieu de terrain brésilien. De La Fuente, ça se trouve, ça sera le meilleur ailier de la saison, et il coûtera 35 millions la saison prochaine. On ne sait pas, et on le saura que l'année prochaine, et c'est là où on pourra le juger réellement, plutôt que au nom et au poste où il recrute, à mon avis. Après, c'est sûr que de toute façon, un mercato, il y a aussi surtout quand on est l'OM, entre deux eaux, on va dire. On n'est pas dans les plus bas, on n'est pas dans les meilleurs, donc il y a du pari. On va essayer de faire un ou deux gros coups parce qu'on a quand même peut-être quelques finances, mais il y a beaucoup de paris après. Ce que tu disais Ouais. sur Lirola, ce que tu disais sur Encham, c'était un pari. Il y en a un, c'est un pari réussi, l'autre, c'est un pari manqué. Forcément, Mais c'est un pari gratuit pour les deux. Donc, oui, voilà. Donc, mm, c'est vrai qu'après, on n'est pas trop perdant, quoi qu'il arrive. non, Donc, on peut être que gagnant, entre guillemets, dans le sens où il est gratuit. Et justement, voilà, je prends l'exemple de Cuisance. Imagine, on aurait payé 17 millions le joueur qui était qui était son option d'achat. Imagine, on les avait payés directement parce que c'était Michael Cuisance. Bah, aujourd'hui, on s'en mordrait les doigts. Euh, et là, il est gratuit, on l'a eu gratuitement, il s'est pas adapté, bah, il est parti une journée avant la fin, et merci d'être passé. Et puis voilà, on passe à autre chose, et on aura un autre joueur la saison prochaine qui soit sera acheté comme Gerson, soit qui sera en prêt, soit qui sera gratuit. donc on voit, c'est ça la différence entre justement comment dire, Longoria et son prédécesseur, hein, Zubizarreta, où il y avait beaucoup de panic buy, c'est-à-dire on achetait en catastrophe. On l'a vu notamment avec le grand attaquant, hein, le fameux grand attaquant, où on a récupéré Mitroglou, pardon, à 15 millions d'euros, en plus la moitié du joueur. Donc là, comme tu dis, c'était un pari foiré. Bah ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce que j'allais dire Lirola, Longoria a dû le laisser partir libre
pour se libérer de son salaire qui était énorme en janvier. Et puis au final, Zubizarreta a commencé avec Mitroglou. Son dernier transfert de mémoire, c'est Rongier qu'on a payé en tant que joker parce que Kita, il nous avait comme ça et, Ouais, c'est il ça. nous avait par les couilles et en gros, on pouvait rien faire de plus que l'acheter. Au final, bah, tu payes 15 millions aussi à Valentin Rongier. Au prix fort. Donc, c'est ça. Alors que Mm. si tu t'y prends avant, t'es tranquille. T'es tranquille. Et justement, Longoria avec Mele, je trouve que c'est un bon exemple parce que ils ont voulu nous carotte 2-3 millions sur les 3 dernières minutes. Bah non, même si voilà maintenant on l'aurait bien voulu pour les 2-3 millions de plus, mais après ça c'est ta réputation. En gros, ça veut dire à tout moment, un club peut te C'est dire ça. bah non finalement on en veut plus et après il n'y a pas eu de panic buy. On aurait pu s'attendre à un joker en France, mais c'est un joueur qui aurait peut-être surpayé. Donc ils ont préféré ne pas le faire Ah bah, c'est et, sûr. dès l'ouverture du mercato, prendre un joueur voilà, comme Lirola, qui a été en perdition entre guillemets à la Fiorentina, et au moins qui a envie de prouver qu'il soit performant et que tu n'as rien payé à part son salaire. Et puis là, en plus, qui était à la limite d'être sélectionné en équipe d'Espagne pour l'Euro. Donc, C'est ça, c'était un gagnant-gagnant aussi dans, dans, dans ce cas-là, quoi. c'est Et ça. par contre, comment dire, Longoria a fait une sortie il n'y a pas longtemps pour un journal espagnol en disant que au jour d'aujourd'hui, la tactique d'achat des joueurs, elle est dictée par Sampaoli, ce qui est plus ou moins, on va dire, normal. Mais le fait d'avoir donné les clés à Sampaoli sur le recrutement, même si derrière il y a ce qui est voulu et ce qui est possible de faire, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, sachant que Sampaoli reste rarement longtemps dans un club? Bah, Longoria, justement, hier, on a parlé. Hier soir, il était pour la chaîne Liga MX, je crois que c'est le championnat mexicain. Je crois qu'il était là-bas. Et C'est ça. il a parlé, il a dit qu'en gros, Sampaoli voulait des profils et que lui, il devait se charger d'en gros, trouver ces profils-là et après établir une liste de 5 joueurs. Et entre eux, ils disent numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Pour moi, c'est normal, entre guillemets, qu'un coach ait son mot à dire parce que dans le foot, il y a énormément de fierté. Et si un coach ne veut pas un joueur, il le fera pas jouer. Il s'en fout de la carte du joueur, mais complètement. Je pense au petit Ali Mohamed qui était prêté à Zult. Ça s'est fait entre Longoria et le directeur sportif de Zult. Le coach n'en voulait pas. Il n'a pas joué une minute. Et il a 22 ans, il s'en fout, le coach, c'est pas son souci. Il le veut pas, il le fait pas jouer. Et, euh, et pour moi, c'est important que le coach ait son mot à dire. Euh, et après, sur le fait des joueurs de Saint-Pauli, entre guillemets, c'est pas contraignant si tu gardes un coach à chaque fois dans la même philosophie. Si à chaque fois tu passes d'un Villas-Boas à un qui est tout à l'extrême gauche du football et Sampoli qui est à l'extrême droite du football, enfin en gros diamétralement opposé dans la vision du jeu. Mm. Si tu passes de Bielsa à Mitchell, forcément que tu enchaîneras les flops entre guillemets de joueurs qui seront voilà Maxime Lopez c'était un des meilleurs joueurs avant sous Rudy Garcia, sous Villas-Boas il était bien en dessous. Mais si à chaque fois tu gardes la même philosophie entre les coachs, bah, les joueurs auront la même philosophie à chaque fois, et donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Après, voilà, c'est une stratégie qu'il faut préparer en amont, en fait. C'est-à-dire savoir que, comme tu dis, on veut garder une ligne de conduite, une ligne directrice, et c'est pas parce qu'on changera de coach qu'il faudra changer de mentalité, de vision des choses ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est le coach qui va arriver qui devra se fondre dans l'idée que se fait Longoria du. Oui, mais de toute façon, le coach sera choisi en fonction de ça aussi, hein. Je pense que le choix Sampaoli, il n'est pas anodin non plus. C'est un coach qui entre guillemets, OM compatible. Par exemple, je vois très bien Marcelino remplacer Sampaoli à la suite du mandat de Sampaoli. Je le vois très bien parce que déjà ils sont très potes et en plus parce que Marcelino est aussi même compatible dans sa vision de jeu. Donc si à chaque fois tu prends des coachs offensifs qui jouent, voilà, ils n'auront pas exactement la même idée, mais si à la même ligne directrice justement,
bah, tu es «tranquille» entre guillemets pour 90 de tes joueurs. D'accord. Bah, justement, sur ce que tu me dis, est-ce que tu on parle un peu de ton côté «scout» entre guillemets. Est-ce qu'il y a quand même du scouting que tu fais aussi, au niveau des même si c'est partiel dans les championnats, dits latins? Ou est-ce que c'est juste suivi comme ça quand il y a un nom qui sort? Comme là avec Gerson par exemple? Bah, par exemple, Gerson, je le connaissais pas spécialement et du coup, bah, comme c'était comment dire? Insistant, bah, j'ai regardé tous les matchs pour me faire mon propre avis moi-même et pas une compilation. Je suis pas très fan des championnats latins. Je suis pas très fan. J'ai regardé, bah, beaucoup de championnats brésiliens et argentins parce que j'ai regardé, Sampaoli à l'Atlético Mineiro, Mmh, ouais, l'Atlético Mineiro, quand il est annoncé à l'OM. J'ai regardé Gerson, j'ai regardé Almada mais c'est pas des championnats que je regarde normalement. C'est si un joueur me plaît, bah, je vais le regarder ou alors s'il est annoncé à l'OM je vais pas j'ai essayé de faire ça de ma façon ponctuelle, de regarder un match, anodin où je connais personne pour découvrir des joueurs, mais j'ai du mal. Au-delà de l'horaire, j'ai du mal avec, D'accord. le jeu, la vision, enfin, j'accroche pas. Le jeu? C'est ça D'accord, et la caméra aussi, parce que moi, c'est important, d'accord. mais la caméra, j'ai du mal avec les stades et tout, mais je sais pas, c'est important. La Serie A, par exemple, j'ai du mal à cause de la caméra et qui alliée au stade. D'accord, d'accord. Ouais, donc après oui, c'est un tout. C'est pas forcément que le foot en lui-même, c'est un tout, c'est un ensemble. Oui, parce qu'on est à la télé, faut prendre du plaisir aussi. Si la caméra elle est pas bonne, s'il y a que des plans resserrés, si enfin, c'est un tout. Alors que quand tu es au je suis sûr que si je suis au stade, je prendrais mon pied. Mais à la télé, enfin, c'est compliqué, j'ai du mal alors que je sais que j'en parle avec certains, ils sont absolument fans, ils regardent que ça. Ouais, Voilà, c'est ouais, une je vois. question, de vision Ouais, de de jeu. feeling, ouais. C'est ça. Et j'ai vu une question passer sur la réserve de l'OM. Est-ce que tu as pu travailler un petit peu sur la réserve et sur ce qui a été fait, quoi, J'ai jamais été en contact avec quelqu'un, en tout cas de la réserve, c'est la question. Si la question c'est: «Est-ce que j'ai déjà regardé la réserve?» Oui, plusieurs fois, depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il y avait le match, comme c'était diffusé il y avait un diffuseur, je regardais à chaque fois. Et est-ce que je sais plus de choses que ça? Non. Ça fait que depuis cette année où je m'intéresse vraiment à la réserve, donc je pourrais pas forcément en parler, de manière certaine, voilà, j'ai eu du mal avec la réserve cette saison, c'était un peu, il y avait pas forcément de jeu, c'était pas ouf, ça jouait énormément le maintien voilà, ils jouaient pas forcément comme l'OM devrait jouer. En fait, c'est comme si Villas-Boas était le coach aussi de la réserve, si tu préfères, d'accord, dans le style de jeu, c'était un peu la même chose. d'accord. Ouais, donc, mais par rapport à ça, les deux petits Niçois qui ont signé là, je sais pas si bon, j'ai vu pareil, les vidéos que tu avais faites, mais est-ce que tu les as vus jouer? Notamment en réserve, parce que je sais qu'ils ont eu quelques temps de jeu un petit peu avec la première, et on sait qu'ils ont signé des contrats pro, mais je suis pas certain qu'ils vont avoir beaucoup de temps de jeu, même si j'imagine qu'il y aura quelque chose. Est-ce que tu penses que ça sera plus pour la réserve? Est-ce que toi, tu penses par rapport à leur qualité intrinsèque? Et puis, Alors, moi, je les ai jamais vus jouer, je me suis beaucoup renseigné sur eux auprès de suiveurs, ardus du centre de formation niçois et tous ont été, relativement, comment dire? Enfin, tous, se rejoignaient sur le même point, c'était que Salim El Seguir était vraiment au-dessus, que c'était un joueur qui avait une grande qualité. C'est le joueur qui a joué avec les pros. Hem, c'est un joueur qui a une grosse qualité technique, d'intelligence de jeu, de tactique, qui, heu, qui lui aura sa carte à jouer, déjà dès les matchs de préparation. Enfin, les 2 auront leur carte à jouer, mais Ben Seguir encore plus que Nadir. C'est vraiment un top prospect, de ce qu'on m'a dit. C'est vraiment un gros coup qu'il l'ait fait c'est grâce à Longoria.
tous m'ont dit la même chose, c'est que Mm. c'est Longoria qui a pris en main le dossier. Et à partir de ce moment-là, et bah, malgré la forte concurrence, les joueurs voulaient rejoindre l'OM. Euh, et pour Bilal Nadir, ça reste un bon joueur, mais il arrive un peu dans l'ombre de Ben Seguir parce que on parle énormément de Ben Seguir, que ce soit à Nice ou à Marseille, parce que s'il est au-dessus. Mais Nadir reste un bon joueur avec un bon potentiel, mais il est moins prêt pour la Ligue 1 que Ben Seguir maintenant. Nadir commencera plutôt en réserve, je pense. Et Ben Seguir aura, je pense, il aura ses coups à jouer au niveau suivant les premiers matchs amicaux. Il aura, je pense, sa carte à jouer. Parce que il est quand même numéro 9 a priori, on va dire. Euh, c'est Il ce est que ailier. c'est ce qu'on m'a Ben, expliqué un petit peu. Donc c'est pour ça que. Ben Seguir, D'accord. il est ailier gauche et après un profil à la Samir Nasri, de ce qu'on m'a dit. Un peu ce profil-là, gauche, D'accord. 10, et Bilal Nadir, c'est plutôt un 8. Donc c'est pas un 9. Alors bon, ça change la nature de ma question, mais ça rejoint quand même ce que je voulais dire. Parce qu'au final, je pensais que c'était par rapport à Milik et Dieng et tout ça, mais là, au final, s'il est à gauche, donc on se retrouve avec Luis Enrique, avec De La Fuente, peut-être Radonjic, selon s'il revient ou pas, même si a priori on va Je se pense pas, débarrasser de hein. lui. Et donc le petit Ben Seguir, ça commence à faire quand même un petit peu de bouchon au Je, niveau de la gauche. je pense que De La Fuente jouera à droite, parce que De La Fuente peut C'est un jouer des deux droitier, ouais. côtés. Ouais, je sais. Euh, mais je trouve il a beaucoup plus de qualité que Luis Enrique pour jouer à droite. Luis Enrique, il est meilleur à gauche, je trouve, même de ce que j'avais vu au Brésil. De La Fuente, il a vraiment de grosses qualités d'élimination, un peu à la Jérémy Doku, dans le sens où il peut enchaîner crochet, centre très rapidement. Et donc ça ne le dérangerait pas de jouer sur le côté droit. Au contraire, il le joue au Barça. Donc je pense que De La Fuente, ça sera une doublure sur le côté droit. Après, on verra, mais c'est aussi à Ben Seguir de montrer que Ouais. il a sa carte à jouer. Mais en tout cas, ils ont été vraiment séduits par le projet marseillais. Il y a un projet autour des deux joueurs, notamment de Ben Seguir. À voir après, le joueur a les cartes en main de toute façon. S'il est bon, il Ah jouera. oui, bien sûr. S'il est pas bon, tant pis pour lui, hein. Ah oui, après, ça fait partie du jeu aussi. Au niveau du jeu proposé par l'OM, notamment depuis l'arrivée de Sampaoli, même si on ne sait pas comment il va jouer la saison prochaine et avec quel type de joueur, etc. Jusqu'à présent, comment tu analyses toi son jeu? Est-ce que c'est un jeu qui te plaît ou pas déjà? Et est-ce que tu penses que c'est viable sur le long terme en Ligue 1 et sur la Ligue Europa? Moi, j'ai pas tiré de jugement par rapport à ce que j'ai vu. J'ai analysé dans le sens où j'ai vu des choses que j'avais pas vues depuis longtemps, notamment depuis la première année Villas-Boas, les pressings hauts, les phases où il y a 5 joueurs dans la surface. Ces phases-là, faut s'appuyer là-dessus. Mais j'ai pas tiré de jugement dans le sens où il arrivait en courte saison dans un OM qui était un peu en crise, on va pas se le cacher. Donc difficile avec des joueurs Carrément même. qui étaient pas tous là déjà en termes de jeu et en plus mentalement. Donc c'était difficile. Je pense que il y en a qui ont un peu trop tapé sur le coach parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de choses en 10 matchs. Mais il y a un contexte autour qui fait que c'est presque normal. Et pour moi, c'est un bonus d'avoir eu ce coach-là en courte saison et pas avoir fini avec largué, parce qu'il a pu voir qui collait pas. Il a une vision beaucoup plus large de l'effectif, notamment avec les jeunes. Et donc, tu gagnes, tu as de l'avance par rapport à s'il est arrivé là fin juin. Donc, pour moi, c'était du bonus, ce qui s'est passé donc, pendant les 10-12 matchs. Et là, on va vraiment pouvoir le juger maintenant, euh, avec un effectif qui est reconstruit et avec une vraie préparation. Pour moi, on va le juger à partir de maintenant. Ah, c'est ce que nous disait Najet Rami il y a une semaine, parce que justement, on lui avait posé la question sur est-ce que ça aurait pas été judicieux de finir avec Largué et puis de repartir sur un cycle. Mais en fait, la même analyse que toi, c'est-à-dire
le fait d'être venu plus tôt permet justement d'avoir, entre guillemets, rien à perdre sur la fin de la saison, même s'il y avait des objectifs. Mais entre guillemets, on lui aurait pas voulu, on n'aurait pas voulu s'ils les avaient pas atteints, Oui, de se faire sa propre idée sur l'effectif actuel, qui il veut garder, qui il ne veut pas garder, qui travaille réellement, qui ne travaille pas, parce que c'est vrai que on arrive comme ça, on se dit, bon, sur un match ou deux, bon, bah, la personne, elle n'est pas très bonne, mais peut-être qu'elle travaille réellement, etc. Enfin, tout le contexte. Donc là, il s'était imprégné vraiment du contexte et ça permet, comme tu dis, de se faire sa propre idée, de savoir qui il veut recruter à quel poste et de repartir sur un travail de fond qu'il aura choisi. c'est ça, parce que de toute façon, nous, on voit que les matchs, et lui aussi, il voyait que les matchs, et tu peux pas savoir si un joueur est très bosseur ou l'est pas du tout, le caractère du joueur à l'entraînement. Parce que nous, on voit que les matchs. On se dit, ouais, lui il était fort la semaine dernière, pourquoi il joue pas? Mais il y a une semaine d'entraînement derrière, et ça se trouve, bah, il fait le coup à l'entraînement, il est pas sérieux, ça se trouve, il marche, et il y a tout ce contexte-là que nous, on voit pas, et que le coach le voit que s'il est là. Donc c'est du bonus. De toute façon, je rejoins Najed totalement non, je rejoins Najed et je te rejoins dans cette vision de toute façon. Oui, non, mais après, voilà, c'est vrai que ça a été rendu possible. Tant mieux. Aujourd'hui, on se dit tant mieux parce que ça permet C'est ça. de gagner du temps. Et donc, justement, le fait donc, que Sampaoli soit arrivé plus tôt lui a donné une vision des choses sur les recrues potentielles qu'il voulait. Là, on commence, même s'il y a beaucoup de noms, on commence à voir quelques recrues se dessiner vaguement un projet, parce que pour l'instant, on ne sait pas vers où il va. Il est revenu du Brésil, il va peut-être y avoir des conférences de presse qui vont nous aider un petit peu à y voir plus clair. Mais sur les recrues qui arrivent, qui sont déjà actées, et sur celles qui, a priori, semblent vouloir se dessiner, même s'il y en a beaucoup, est-ce que ça t'enthousiasme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée en toi, on va dire, par rapport à ce que tu vois arriver, ou on reste encore sur notre faim avec le fameux Jardel va arriver et il n'est jamais arrivé? Non, moi le sentiment qui règne, c'est l'impatience. Parce que on a vu les mêmes joueurs pendant 3, 4, 5 saisons. Donc au final, c'est toujours les mêmes débats. C'est tu défends ton joueur, tu le défends pas. Et là, on va découvrir de nouveaux joueurs. Ça va alimenter de nouveaux débats. Et même nous, en tant que supporters, on recommence un cycle aussi. Parce que les débats vont être ah, tu trouves que Gerson il s'est adapté? Moi non, moi je le trouve meilleur en 8, meilleur en 6, meilleur en 10. Je trouve qu'il a ces qualités-là, pas là. Alors qu'avant, c'était ouais, Thauvin, C'est ça. Payet. Enfin, c'est drôle 5 minutes, mais là, il y aura de la fraîcheur et il y a vraiment de la patience au-delà des noms, de voir comment ça va se dessiner au fil du mercato et donc au fil de la saison, de comment les joueurs vont s'adapter, comment les joueurs vont prendre à Sampaoli ou pas, et d'avoir des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en espérant qu'il y ait plus de bonnes que de mauvaises quand même. Et, euh, C'est ce qu'on et espère. c'est vraiment l'impatience de ce nouveau cycle qui règne plutôt que d'être hypé entre guillemets ou pas, parce que Marseille, c'est Marseille. Tu peux être le meilleur milieu de terrain du Brésil et devenir le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, comme être la pire recrue de l'histoire du championnat. Et à l'inverse, tu peux jouer en D3 espagnol avec le Barça B, à pas avoir une minute avec le Barça et devenir le meilleur ailier du championnat, mais tu le sais pas tant que les joueurs n'ont pas signé. Enfin, tant que les joueurs ne jouent pas, tu vas pas savoir si un joueur va s'adapter au contexte marseillais. Benedetto, il s'est adapté 6 mois. Euh, et après, plus rien. Mm. Alors qu'il a joué à l'América, il a joué à Boca, c'est des ambiances très très chaudes, un contexte très très chaud. Ouais, ouais, Mais très Marseille, chaude, c'est ouais. Marseille. Marseille, c'est Marseille. Et tu peux pas déterminer si un joueur sera bon ou pas avant de venir à Marseille, parce que Marseille, quoi. Voilà. Mais justement, tu donnais quelques noms sur des exemples potentiels. On peut en citer quelques-uns, ne serait-ce que Valbuena qui est arrivé de National, qui a cartonné pendant de nombreuses saisons à l'OM.
ou inversement, Doria qui était adulé en disant que c'était la future star, le capitaine de l'équipe olympique, etc., etc. Et Bah, c'était la foirade totale, quoi. je vais prendre un exemple encore plus flagrant, c'est Gignac. Il a mis 2 ans, 2 ans et Mm. demi, je crois, à s'adapter à Marseille, à devenir performant. Et là, aujourd'hui, on a une très bonne image parce que il a réussi à Alors que, s'adapter et il a été un goleador. Mais faut pas oublier qu'avant, il y a 2, 3 ans, où tu te demandes en fait comment tu as fait pour le recruter. Surtout il y avait eu Rémi et lui en même temps, et Rémi avait été très performant tout de suite, ouais, comparé à Gignac. Et c'est encore plus flagrant, c'est que il y a des joueurs qui mettent plus de temps que d'autres à s'adapter. Donc ouais, c'est mm. un contexte, comme tu dis, Doria. Et Ça pourtant, se c'est un trouve, Marseillais. et en plus, voilà, c'est ça. C'est que c'est un supporter marseillais, un Marseillais, donc c'est encore plus dur en tant que nous, supporters, de se dire: «Mais c'est une erreur». Alors qu'au final, ça a été une réussite sur la fin, mais avant, tu te dis: «Mais c'est une erreur». Enfin, Alessandrini, pareil, c'est un Marseillais. Il a eu lui, il a l'excuse, il a eu ses croisés Ouais, avant, c'est donc ça, ouais. compliqué, mais il a jamais pu s'adapter réellement. Cabella, pareil, c'est un Marseillais, mais c'était en demi-teinte, mais bon, l'OM était en demi-teinte aussi à ce moment-là. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, chaque joueur est différent et c'est pour ça que des fois j'en entends qui disent ouais, on recrute par exemple Gerson, il est annoncé comme le meilleur teu brésilien, et bah Doria, on nous annonçait comme le meilleur défenseur brésilien. Ouais, mais Doria, c'est pas Gerson et Gerson, c'est pas Doria. Chaque On joueur est verra. différent. C'est ça. Autant ce sera pareil, hein, mais autant c'est enfin, il y a des raccourcis des fois qui se font dans les débats, comparés à des joueurs qui sont passés, comme si par exemple, De La Fuente, il va déterminer si on peut recruter des Américains à la suite, enfin dans les prochaines années. Non. C Ouais, non. non, non, on peut pas, ça c'est De La Fuente, s'il réussit, ça veut pas dire qu'un autre Américain va réussir et l'inverse. Ouais, et inversement, ouais, c'est. Non, mais oui, oui, c'est vrai C'est qu'après, ça, c'est des idées préconçues qui ont bah, malheureusement rien à faire dans le football, parce que dans ce cas-là, tu vas dans des pays qui sont pas du tout football, et tu trouves quand même, bah, je sais pas moi, des grands, grands joueurs qui ont pu avoir une carrière euh, sans vouloir manquer de respect à quel que soit, quelque pays que ce soit, ni quelques joueurs. Je sais pas, moi, je prends l'Arménie, Mkhitaryan, voilà, il a fait une grosse, grosse carrière. Il est en train de faire. L'Arménie, c'est pas non plus sans vouloir non, manquer de respect à l'Arménie, par exemple. oui, oui, c'est pas, c'est pas le pays, enfin c'est lui qui porte le pays quoi. Donc C'est ça. ça veut pas dire que d'autres, enfin il y a eu d'autres Arméniens qui, enfin ça a poussé d'autres Arméniens à jouer au foot grâce à lui, mais C'est ça. c'est pas pour autant qu'il y a que l'Arménie ça devient un pays de football parce que Mkhitaryan a fait une grosse carrière. C'est une certitude. Après, C'est ça. si tu fais parallèle avec l'Amérique, c'est en train de vraiment beaucoup se développer et Ouais. on devrait voir beaucoup plus d'Américains dans les grands championnats, assez rapidement, hein. Il y a une grosse génération qui arrive. Tu Parce que verras, là-bas, il y a tu quand même. penseras à moi. Ouais, pas de problème, je te réinviterai pour en reparler. Mais justement, le fait de se dire quand même, c'est que aux États-Unis, il y a quand même de l'argent. Et l'argent aide beaucoup aussi, contrairement à d'autres pays. Ouais, mais aux États-Unis, ça s'appelle soccer, pas football. Voilà, enfin, Oui, ouais. C'est en pas du gros, football. c'est pas un pays de football du tout. Donc c'est pour ça que c'est encore, même s'il y a de Non. l'argent, voilà, par exemple, les Chinois, ils sont extrêmement forts dans énormément de sports, mais dans le foot, non. Parce que c'est pas du tout un pays de football et les États-Unis, justement, sont en train de vraiment développer ça, De heu et développer. heu il y a une grosse génération qui arrive, d'Américains, même s'il y a de l'argent, tant que tu décides pas, hem, de progresser dans un sport, tu peux pas, heu et là, bah, c'est ce qui arrive aux États-Unis, c'est en train vraiment de se développer dans le monde entier justement, beaucoup plus de joueurs, viennent en Europe, notamment en Allemagne, En Europe. heu et c'est bon, c'est bien parce que c'est énorme les États-Unis. Donc si un pays comme ça se développe dans le foot,
ça va apporter énormément de joueurs en Europe et de nouveaux très bons joueurs. Donc c'était un peu du gâchis d'avoir autant de sportifs là-bas, autant de moyens dans les universités comme Fred le dit, et que le foot soit mis de côté comme ça. C'est ça. Après, voilà, ça sera pas tous des Pulisic ou autres, mais en tout cas, bah, justement, il y a un potentiel qui est à explorer. Après, justement, avec peut-être des prix qui seront peut-être plus attractifs au début et puis qui permettront de faire des bonnes affaires. Oui, oui, mais c'est ça, c'est une certitude. Et même le championnat se développe là-bas parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font le chemin inverse plus tôt, au-delà Ouais, du cadre de vie, voilà. Enfin, ouais, t'habites à Los Angeles, t'habites à Miami, il y a ouais. pire, hein, on va pas se le C'est cacher, hein. sûr. Mais il y en a beaucoup qui font le chemin plus tôt qu'avant. Ouais. Avant, c'était en fin de carrière, un Thierry Henry, un David Beckham, un Zlatan, même s'il est revenu. Là, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui vont en MLS plus tôt, on va dire. C'est un signe Après, ouais. aussi. Oui, et puis il y a un choix de carrière, il y a un choix aussi voilà, de profil de pays où on a envie d'évoluer aussi. Donc après, c'est tout à leur honneur. C'est pas, il y a pas de. Moi, je jette la pierre à personne sur ce genre de choix. Que ce soit Non, là-bas ou au Qatar ou machin, chacun fait selon ce que lui a décidé. Maintenant, c'est vrai qu'après, aux États-Unis, il y a peut-être une philosophie qui a changé aussi. C'est comme tu dis, c'est plus seulement sur la fin de carrière, il y a peut-être aussi un projet de jeu. On voit les David Beckham qui commencent à faire un truc bah, qui a l'air d'être sympa là-bas, etc. Ça peut peut-être aider aussi à améliorer l'image du soccer là-bas. Donc, oui, oui. Voilà, je vois J. Buzor là sur l'écran qui dit la réussite des joueurs ouais, dépend aussi du coach. Bêtise, il n'était pas été validé par Bielsa. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Sampaoli et la fierté des c'est coachs. ça. Si le joueur n'est pas validé par le coach, il ne jouera pas et ça peut tuer un joueur. Si ça se trouve, Doria était vraiment très bon, hein, mais il a été mis au placard et mentalement, tu viens pour la première fois en Europe. C'est pas facile. Tout le monde n'est pas Luis Enrique. Parce que pour moi, c'est un exemple, Luis Enrique. Il a été c'est la première fois qu'il vient en Europe, tout seul, à 18 ans. Il a été annoncé comme une pépite d'entrée avant même qu'il arrive, pour après se faire fracasse en conférence de presse, à jouer 2-3 minutes par match. C'est très très dur mentalement. On se rend pas compte, mais c'est Mm. vraiment dur. Enfin, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau, enfin, tout est nouveau. Et en fait, t'as pas d'amis. Et mentalement, c'est pas facile. Et pour moi, c'est un exemple de mentalité, ce qu'a fait Lucien Riquet. C'est pour ça qu'avec Sampoli, il a eu la confiance et il a été excellent. Donc, Doria, ça a peut-être joué aussi. Ouais, moi c'est même certain. De toute façon, même si on ne sait pas s'il aurait explosé, de pas avoir sa chance, de pas être. Mais Encham aussi, mine de rien. Il a été placardisé dès le début. On ne savait pas, on ne Oui, voulait pas trop. Moralement, mentalement, ça ne met pas dans les meilleures dispositions pour commencer quelque chose. bah non, pour moi, c'est un bon joueur, hein, Thuram, hein. Enfin, on n'aurait pas dit comme ça, mais c'est vraiment un joueur sympa. Ouais, Et ouais. bah déjà, il arrive, il fait démissionner un coach. Déjà, t'arrives pas en odeur de sainteté. Déjà, pour commencer. Après, t'as comment ça s'appelle? T'as Larguet qui arrive, voilà, qui était au club. Donc, ça se trouve, il était très proche de Villas-Boas, et donc il a pas voulu le faire jouer non plus, forcément. Encham a eu le Covid et il a pas beaucoup joué avant de venir à l'OM, un peu comme Milik. Mais Milik Mm. a réussi à s'adapter vite. Encham, non. Mais je suis persuadé que Encham va trouver un club pour se relancer. En plus, il est gratuit. Je pense qu'il va trouver un club pour se relancer parce que c'est un joueur qui a des qualités quand même. Donc notre ami Fred, je ne sais pas si tu vois la question, il te demande si tu t'intéresses au championnat asiatique et d'Océanie. C'est vrai que c'est des Très, championnats assez exotiques, mais bon. très peu. J'essaie de m'y intéresser. Là, j'ai découvert une jeune pépite en D2 japonaise. J'avais fait une compilation sur lui. Il s'appelle Shion Oma. C'est incroyable ce joueur. C'est un joueur où tu te lèves pour gagner un match. C'est ce type de joueur-là. Mais j'essaye de regarder les matchs, mais c'est compliqué. Je vais surtout m'intéresser à l'Océanie. L'Australie est en train de se développer et fait énormément jouer de jeunes joueurs. Je vois des joueurs de 2004 qui jouent, 2003 qui jouent énormément. Et faut que je m'y mette à regarder, mais c'est vrai que déjà je dors pas beaucoup la nuit. Si en plus je me lève le week-end à 7 heures du matin pour regarder des matchs en Australie, Ouais. ça va pas être facile, hein.
Bah écoute, là, on attend avec impatience déjà le championnat de France qui reprenne, avec, j'espère, l'ouverture du Vélodrome pour les spectateurs. A priori, oui, mais J'espère. jusqu'à quelle jauge, on ne sait pas encore. Pour l'instant, on parle d'une jauge de 30%, a priori, de ce qui se dit. Maintenant, avec la vaccination, etc., peut-être qu'on aura la chance de le voir arriver pour le PSG qui se profile fin octobre. Donc ça serait une bonne chose. Oui, On c'est sûr. l'espère, on se dit, et puis bah, si ça se passe comme ça sera ça sera déjà pas mal. Et oui, parce qu'on a des joueurs aussi qui aiment ce genre d'ambiance. Milik n'a jamais connu l'ambiance d'un il sait pas ce que c'est, de marquer un but à la dernière minute comme on a fait pendant 10 matchs, à l'OM. À la 104e minute, je sais même plus, hein, le C'est ça, penalty. mais c'est ce genre de match, même Luis Enrique, il a très peu vu ça du coup. Ouais, Il y a voilà, tes petits dribbles, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça, je me rappelle Alvaro, enfin je me rappelle surtout du match contre Lyon, où on gagne 2-1 à la maison. Sur des tacles, ça se levait, ça hurlait, alors que c'est des simples tacles, enfin, dans d'autres stades, ça applaudit à la limite, mais ouais, mais c'est- c'est à Marseille, je pense au but 2e but de Payet où ça commence par un tacle. Moi, j'étais debout dès le premier tacle parce que Payet qui fait un tacle comme ça, ou il fait un gros retour défensif, bah ça, on était dans l'ambiance, et ce genre d'ambiance-là, je me rappelle le premier match d'Alvaro, contre Saint-Étienne où il pose 2 gros tacles à Wahbi Khazri à la fin du match, bah il a fait lever tout le stade. Alors que voilà. c'est voilà, parce que c'est Marseille, donc ça C'est transcende des l'OM, joueurs, c'est ça, c'est ça ça. transcende des joueurs. Et comme tu dis, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vivre ça vont, j'espère, le vivre assez rapidement. A priori, les stades complets, pour l'instant, ça se projette sur 2022. Mais si, avec un peu de chance, comme le stade est grand, si déjà on arrive à le remplir à 30 000 personnes, ça donnerait déjà quelque chose de Ça sympa. et Donc, oui, c'est ça, donc, on attend. Donc croise les voilà, doigts. on, on croise les doigts et on va attendre avec impatience bah, le début de saison, voir enfin notre équipe évoluer, voir ce que les stades vont nous proposer. Et puis, bah, on essaiera de faire un petit truc ensemble pour voir ce que ça donne, surtout au niveau des recrues, pour Avec voir un petit plaisir. peu ce que tu nous as dit. Avec grand plaisir, ouais. Pareil. Donc, eh ben, écoute, c'est noté et puis bah, c'est acté, on fera ça ensemble. Et si jamais l'envie te prend de donner un dernier petit message à tous les Marseillais, pas forcément que ceux qui nous regardent, mais tous les Marseillais, pour la saison qui arrive, je te laisse le libre antenne. Eh ben, écoutez, pour tous les supporters, j'espère qu'on vivra une très belle saison à la hauteur de ce qu'est l'Olympique de Marseille, à ce qu'on attend d'un club comme l'OM. J'espère vraiment qu'on va retrouver notre splendeur et notre profil, notre style de jeu qu'on aime tant, qu'on a tant aimé sous Bielsa, un profil de style de jeu offensif. On prendra vraiment du plaisir à regarder les matchs, et atteindre des objectifs européens assez élevé, qu'on puisse vivre une vraie belle saison pour le retour des supporters, parce que on le mérite. On a vu notre équipe être en grande difficulté en Ligue des Champions et être un, on était impuissant parce qu'il n'y avait pas de supporters au stade. On a vu notre équipe, enfin on a vu notre direction euh, limite en otage entre guillemets. Donc sans qu'on puisse quasiment rien faire parce qu'il n'y avait pas de supporters au stade. Donc vraiment, j'espère vraiment qu'on vivra une saison à la hauteur de ce qu'on mérite après avoir vécu cette année 2020-21 plus que compliquée. Eh ben, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça a été Un avec grand merci plaisir. à vous. Et donc, je note bien qu'on en rediscutera en cours de saison. On fera peut-être un point au mois de décembre, si tu veux bien, pour voir un petit peu ce qu'il en a été à la fois de Sampaoli, des recrues, de Longoria, etc. Et du Mm. mercato hivernal qui se profilera à ce moment-là, en espérant qu'on soit bien placé. J'espère aussi qu'on fera pas un live où on fera la gueule parce qu'on sera 10e du championnat, à espérer qu'on finisse en Europa Conference League. Ouais, c'est
On verra. Mais Ouais, en tout voilà. cas, Non, non, c'était vraiment un bah, plaisir on va d'avoir espérer passé, que ça soit. c'était vraiment un plaisir d'avoir passé 1 heure et quart avec toi et avec tout le monde dans le chat. Je remercie tous les messages sympas que je vois là défiler dans le chat. C'était vraiment un super moment que j'ai passé et je reviens avec grand, grand plaisir. Eh ben, c'est plaisir est partagé et nous aussi, ça nous a fait plaisir de découvrir nous aussi, de te faire découvrir à tout le monde parce que c'est vrai que Glofar, on en entend beaucoup, mais voilà, on a un visage maintenant sur la personne. Merci pour ton travail, merci pour ta gentillesse, pour ce temps passé avec nous et puis on se dit à très bientôt euh, et allez l'OM. Allez l'OM, c'est le mot de la fin. Merci à tous et puis bah, à bientôt sur l'antenne. Salut! Ciao.